Aujourd'hui, je m'occupe de faire les seuils de porte de la maison. Pour ça, j'utilise du béton fibré. Avant ça, un bon petit coup de nettoyage et un coffrage un peu léger. Bon, il n'y a pas que les seuils qui avaient besoin d'un bon coup de nettoyage, la bétonnière aussi, comme vous pouvez le voir. On a été un peu, mais vraiment juste un peu laxiste sur le nettoyage après chaque utilisation. Du coup, il y a beaucoup de béton qui s'est accumulé. L'avantage, c'est qu'on gagne une brouette d'espace et en plus, elle sera beaucoup moins lourde à bouger. Allez, c'est parti, on fait une première ration, un demi-sac de ciment et 10 grosses pelles de sable avec un peu d'eau et de la fibre. Pour le premier seuil, j'utilise un restant de treillis soudé qu'on avait utilisé pour faire la nourrice. Et mine de rien, il en faut du béton pour combler ce trou-là. Pendant que je m'occupe de cette partie, Antoine creuse les fondations pour les futures bordures. Bon, forcément, mon coffrage était beaucoup trop léger, le parpaing n'a pas suffi, donc on a renforcé avec du fer à béton. Et ensuite, je passe au seuil de la porte d'entrée et de la baie vitrée, et cette fois, j'utilise du grillage souple pour ferrailler, sachant que je sais pas si c'est vraiment nécessaire puisque j'ai mis de la fibre dans mon béton. Et une fois que le béton commence à tirer, je viens rayer la surface pour que la colle à carrelage adhère mieux. C'est parti pour la pose des bordures, mais avant ça, un petit topo sur la bétonnière qui a fait beaucoup parler. Faut savoir que c'est une bétonnière qu'on n'a pas achetée neuve déjà de base, donc elle a déjà de l'âge. Mais surtout, sur notre premier chantier, quand on l'utilisait, on n'avait pas d'eau à volonté. Donc le week-end, quand on venait sur le chantier, on devait remplir des bidons d'eau. Donc on essayait de prendre 50 litres, mais c'était toujours la galère. Et au final, on faisait un max de béton, puis à la fin, on n'avait plus forcément de quoi nettoyer la bétonnière. Mais maintenant qu'on a de l'eau à volonté, rassurez-vous, elle est nettoyée à chaque fois, surtout depuis qu'on l'a bien décrassé. Bref, maintenant passons aux choses sérieuses, les bordures. Quand je vois comment on s'est fait critiquer rien que pour des seuils, je me dis que là, pour la pose des bordures, on va se faire détester. Mais je pense que le travail est très propre et franchement, ça nous convient. Donc on fait un béton assez épais. Béton ou mortier, je ne sais plus, mais il faut savoir que c'est du sable avec des gros cailloux dedans. Et on le fait épais pour que les bordures tiennent bien quand on les positionne et qu'elles n'ont pas tendance à couler dans le béton. Donc on va faire un trottoir tout autour de la maison pour que la brique reste propre. Et on fera une partie beaucoup plus large au niveau de la baie vitrée pour avoir une terrasse qui englobera également l'assainissement autonome. On arrête pour aujourd'hui, on a fait une petite boulette en posant la dernière sans la couper car l'angle à 45 n'est pas fait. On continue la pose des bordures et suite à vos retours, on a changé notre mélange. Avant on mettait 10 pelles de sable, maintenant du coup on en met 15. On pensait qu'en mettant moins de sable et plus de ciment, on aurait un béton plus costaud, mais apparemment pas forcément. Antoine recreuse la fondation tout du long, il coupe la bordure qu'on avait oublié de couper à 45 et ensuite on peut continuer la pose des bordures. Là pour l'instant on travaille encore dans de bonnes conditions, la terre est assez sèche et heureusement, mais malheureusement ça ne va pas durer, vous allez le voir pour la suite. Mine de rien on a quand même une sacrée quantité de bordures à poser car on veut faire tout le tour de la maison, plus un décroché qui servira de terrasse et en même temps qui englobera les assainissements autonomes. Antoine prend ses mesures pour couper les bordures parfaitement dans l'angle. Pendant ce temps-là je continue de faire mon mélange et c'est la dernière bétonnière de la journée et forcément après ça on n'oublie pas de nettoyer, maintenant on le fait tout le temps. Et ensuite je m'occupe de gratter le surplus de terre pour laisser de la place pour mettre les cailloux, sans oublier le petit coup de balayette sur les bordures à la fin pour éviter de les dégueulasser trop vite. Pour l'instant on est plutôt content du rendu, ça fait assez moderne et vous qu'est-ce que vous en pensez ? Note à nous-mêmes faire les extérieurs dès qu'il y a un rayon de soleil la prochaine fois. Parce que là, plus ça va, plus on galère. On fait les extérieurs dès qu'il y a un rayon de soleil, mais autant vous dire qu'en ce moment, il n'y en a pas trop et du coup, ça a un peu de mal à sécher. Donc on a littéralement une couche de glaise sur tout le terrain, donc la bétonnière s'enfonce dès que tu la pousses. La brouette pleine, on n'en parle même pas. La roue s'encrasse et limite, t'as l'impression de rouler avec un frein dessus. Du coup, on en chie et on met beaucoup plus de temps et en plus, on est beaucoup plus crevé. Parce que forcément, piétiner dans la gadoue qui colle, qui glisse et qui fait ventouse, bah, c'est beaucoup plus fatigant. Et en prime, on a une paire de gamelles bien sympathiques, donc tu finis la journée dégueulasse. Et parfois, quand c'est vraiment la galère, on finit par faire des demi, voire des quarts de brouette et aller pousser et tirer à deux. Je pense qu'on a bien 5 cm de bidouille partout sur le terrain, enfin du moins là où on piétine, et ça se voit parce qu'on n'a aucune adhérence pour pousser la brouette, et même sans rien pousser, tu manquerais limite de te casser la figure. Sans oublier de faire l'entretien de notre benne manuelle après chaque bétonnière parce qu'il y a de la terre qui s'agglutine tout autour de la roue, qui se coince et qui fait donc un effet frein. On continue la pose des bordures. En réalité, on en a une sacrée longueur à poser, et encore une fois, on est un peu à la course parce qu'on veut se dépêcher de faire tout ça avant l'hiver pour pouvoir semer la pelouse aussi, en espérant que ça aille. Donc là on arrive au niveau de la terrasse, Antoine prépare une belle coupe, on retend un fil pour continuer et on creuse les fondations au fur et à mesure. Et comme on n'est pas maçon, on utilise de la ficelle à ballot. Je m'occupe de préparer le béton, Antoine pose les bordures et quand il y en a un qui est à l'arrêt, il creuse les fondations pour prendre un petit peu d'avance. Ou alors il fait une pause téléphone comme vous venez de le voir. Là on arrive au niveau de la terrasse, donc on va faire une terrasse
en cailloux. On avait peur qu'elle soit beaucoup trop grande, mais avec du recul, on se dit que c'est pas plus mal d'avoir une grande terrasse. On pose les bordures en respectant une certaine pente, oui une certaine pente parce que je sais plus du tout le pourcentage, mais il y a une pente précise, hein, au cas où par la suite on remplace les cailloux par un pavage ou alors du béton. D'ailleurs à ce propos, si on coule une terrasse béton à l'intérieur des bordures, est-ce que les bordures risquent de bouger? Est-ce qu'on va devoir refaire une fondation? Est-ce qu'on va devoir tout enlever? On se posait justement la question. Là ça devient carrément trop la boulique, donc la brouette, pas moyen de la faire avancer quand elle est pleine, donc on commence par la vider au seau et on la ramène quand elle est à moitié vide. Pour gagner du temps après avoir posé les bordures, Antoine décaisse le plus gros de la terrasse qui sera en cailloux et ensuite on viendra peaufiner avec la pelle. On ne change pas une équipe qui gagne, Antoine pose les bordures, je m'occupe du béton. Et en plus, on a le soleil. En décaissant, on a découvert une giga grosse galerie bien profonde. Alors on sait pas quelle bête c'est, j'espère que c'est pas des rats. Faudrait que je calcule combien de mètres on a posé, mais franchement, il y a quand même une sacrée longueur parce qu'on a pas mal de petits décrochés. Pour éviter que ça fasse trop mastoc et surtout trop carré, on a décidé de casser l'angle de la terrasse. Donc je sais pas si c'est une bonne idée, si esthétiquement ça va être beau une fois que tout sera fini. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si on n'avait pas fait ça, la terrasse aurait été immense par rapport à la surface de pelouse. Vous avez été plusieurs à nous dire qu'il fallait faire les solins en même temps que la pose des bordures. Ce que j'appelle les solins, c'est la petite pente qui va maintenir la bordure en place. Et nous, on s'était dit qu'on les ferait tous à la fin. Mais c'est vrai qu'on aurait peut-être dû tout faire d'un coup. Ça aurait été sûrement un peu plus costaud. Un petit aperçu de là où on en est arrivé. Alors à ton avis, on a posé combien de mètres de bordure? Parce que ça fait une sacrée distance comme tu peux le voir. Hein. À vos pronostics. Ça, on est d'accord, c'est le truc le plus relou quand ça t'arrive. On finit de poser cette longueur et après on utilise votre technique, c'est-à-dire utiliser un béton beaucoup plus sec. Avant ça, Antoine trace l'emplacement et creuse la fondation et au final, il se rend compte que ça sert à rien de creuser puisqu'on est déjà bien assez profond. C'est pas grave, il faudra juste beaucoup remblayer. Au départ, j'avais beaucoup de mal à m'y faire pour mélanger le béton sec, donc j'ai dû remettre tout ce que j'avais vidé dans la bétonnière pour avoir un mélange parfaitement homogène. Antoine pose les premières bordures et autant vous dire qu'on préférait largement faire ça avec du béton mouillé. Au moins les bordures étaient d'office bien ancrées dans le béton mouillé tandis que là elles sont juste posées au-dessus. Il s'occupe de mesurer ces coupes qui sont toujours bien galères, surtout là avec un angle qui n'est pas vraiment à 90 ni à 45 d'ailleurs. Une autre question qu'on se posait, même si je pense qu'on fera plus jamais de bordure avec un béton aussi sec parce qu'on a une mauvaise expérience là-dessus, c'est que du coup est-ce qu'on est obligé de mettre de la fibre car au final on voit qu'elle n'est pas du tout mélangée et du coup on se demande aussi si c'est vraiment l'idéal de poser des bordures avec un béton aussi sec car clairement ça allait beaucoup mieux comme on faisait avant. Mais au moins on aura essayé. Et encore une belle petite gamelle, aujourd'hui on pose la dernière bordure, il était temps, même s'il y a encore un peu de boulot après, comme par exemple les solins à faire. On est quand même plus près de la fin que du début. Et pour cette dernière ligne droite, on est toujours avec notre béton sec, même si on aime beaucoup moins. Que ce soit pour mélanger ou pour poser les bordures, c'est galère. Les derniers mètres de fondation à creuser dans cette boulique, clairement. Creuser sans avoir un pied stable, c'est vraiment la galère. Mais bon, la prochaine fois, on se réveillera l'été, hein. Et ça, c'est ce qu'on appelle un vrai travail d'équipe. Comme vous pouvez le voir, on est toujours à deux dans les plus grosses tâches du chantier. Merci encore Antoine pour ton aide indispensable. Allez, c'est la dernière, on donne tout. Mais celle-ci, elle ira pas jusqu'au bout. Pour ceux qui l'ont loupé, ce week-end, j'ai terminé le tablier de baignoire, donc vous le verrez sur la dernière vidéo. Il exploite le maximum de place perdue sous la baignoire. Donc, si tu l'as loupé, n'hésite pas à aller y jeter un œil. La vidéo a eu énormément de partages et de favoris. Petit retour sur le béton sec pour la pose des bordures. Alors voilà pourquoi on n'était pas satisfait. Alors bien sûr, on va faire un solin, ça c'était bien prévu, mais celle qu'on avait posée avec du béton mouillé, elle ne bouge pas d'un poil, même sans solin. Je dis béton sec, mais on avait quand même mis de l'eau dedans, bien évidemment. Et on l'avait arrosé après la pose. Donc c'est peut-être la façon professionnelle de le faire, mais pour le coup, nous, ce qui nous réussit, c'est le béton mouillé. Et la prochaine fois qu'on doit refaire des bordures, ça sera avec du béton bien mouillé. Donc on fait nos solins partout, sachant que c'est sûr que c'était mieux de le faire en allant. On n'y a pas pensé sur le moment. On s'était dit que ça allait être plus simple de tout faire à la fin. Et on a eu un autre souci, c'est qu'on a une bordure qui a bougé. Elle s'est affaissée de 5 mm à peu près. Donc là, on sait pas trop pourquoi. Après, on a énormément de galeries dans le terrain. Donc est-ce que ça peut pas venir de là? Sachant que ça c'était après avoir fait les solins. Du coup Antoine l'a enlevé pour en mettre une autre à la place. Donc il a dû recasser tout le béton en faisant bien attention de pas décoller ou bouger les autres bordures. Donc pour être sûr, rien de tel que la meuleuse. Mais le problème c'est que positionner une bordure entre deux bordures qui sont déjà fixes, sachant qu'elles ne font pas toutes forcément la même taille, la bordure a tendance à casser. Donc Antoine a recommencé 2 fois et au final on s'est dit que ça irait comme ça, que de toute façon la pelouse allait cacher le côté cassé. Maintenant que les bordures sont bien scellées, on peut passer au décaissage. On avait décaissé le plus gros à l'œil et il reste encore quelques parties, notamment tout autour de la maison, à faire. Contrairement à ce que beaucoup peuvent dire, nos bordures maintenant, elles tiennent. Les solins ont bien consolidé l'ensemble et puis ça reste des bordures pour l'esthétique,
pas pour être carrossable, c'est vraiment pour entourer la maison et la terrasse. On n'est pas dans l'entrée de maison. Antoine est dans les champs, donc je décaisse le tour des fosses septiques puisque de toute façon, il pourra pas le faire à la mini-pelle. Et mine de rien, il y avait une sacrée profondeur à creuser, mais j'avais le soleil avec moi, alors c'est tout de suite plus agréable. Le lendemain, Antoine est venu décaisser à la mini-pelle. Je m'étais arrangé de mettre ma terre de l'autre côté des bordures, mais je me suis rendu compte que ça ne servait à rien puisqu'il a encore dû décaisser à la mini-pelle à l'intérieur des bordures. Je fais tout ce qui est vraiment très proche de la maison et pendant ce temps-là, il égalise au niveau de la pelouse. Car oui, il est un peu tard, mais on espère pouvoir semer notre pelouse rapidement, car on veut louer la maison avec les extérieurs terminés. Bon, autant vous dire qu'on ne fera pas les difficiles, s'il y a quelques boulettes, ça ira, la terre sera pas forcément hyper affinée, mais on passera un coup de rouleau ensuite. On continue à décaisser de tous les côtés et autant vous dire qu'on en a retiré de la terre depuis le début de la construction. Là, pour éviter de perdre du temps à tout évacuer, Antoine réunit toute la terre au même endroit, donc au début ça va assez vite. Mais plus il recule, plus le mont de terre s'agrandit. De mon côté, je continue à décaisser les parties qui ne sont pas accessibles à la mini-pelle, c'est-à-dire le long de la maison, autour des fosses, le long des bordures et sur les petits trottoirs. La partie avant du terrain est terminée et franchement ça rapproprie et surtout ça agrandit à fond le terrain. Mais on pensait vraiment pas qu'il y avait encore autant de terre en trop. Au final, une toute petite pente de rien, quand tu veux légaliser, bah tu retires un mont de terre. Et pour pas perdre de temps à tout évacuer, on va mettre tout le surplus de terre de l'autre côté du terrain, dans la partie qui n'est pas encore commencée. La mini-pelle, c'était un investissement, mais on l'a largement rentabilisé avec cette nouvelle construction, car Antoine a déjà passé une paire de week-ends dessus. Vous avez l'air plutôt optimiste sur le semis de pelouse à cette époque-ci. En réalité, j'ai l'impression que le mois de novembre est beaucoup plus sec que le mois de septembre-octobre dans le nord. Donc c'est pas si mal d'être en retard au final. Voilà à quoi on en est, on a l'impression que la surface a doublé, sachant qu'il y a un peu moins de 600 mètres carrés de terrain par maison. Je m'attaque à enlever ces deux planches qui m'ont donné du fil à retordre. Ce sont les planches qui servaient pour l'élévation des murs. Et du coup, pour éviter que l'humidité stagne au niveau des planches, j'ai préféré les enlever avant de mettre les cailloux. Et j'ai fait la rencontre d'une famille d'escargots. J'ai jamais vu ça. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Ils sont tous l'un sur l'autre. J'y connais trop rien en escargot, mais c'est peut-être pas une famille. En fait, c'est peut-être des amis plus, si vous voyez ce que je veux dire. Si quelqu'un s'y connaît, veut bien éclairer notre lanterne. Je décaisse les derniers mètres et là, c'est les plus compliqués car c'est là qu'on passait à chaque fois. Donc c'est hyper tassé. Et du côté d'Antoine, ça se termine aussi, il enlève les derniers monts de terre et on va bientôt pouvoir semer la pelouse depuis le temps que je le dis et depuis le temps qu'on l'attend surtout. Il y a environ 500 mètres carrés de terrain et ce terrain-là on l'a toujours connu avec des monts de terre un peu partout donc on s'en est jamais vraiment compte mais on avait l'impression toujours que c'était petit, on se disait pour une location c'est très bien et au final ça nous semble immense. Je sais pas si en vidéo on se rend bien compte, là je suis pas en 0,5 donc on regrette pas d'avoir fait une grande terrasse. Je nettoie les couvercles des fosses pour venir mettre le géotextile et ne pas ramener de terre dessus ensuite. Commencer à mettre les cailloux et bien sûr avant ça on met bien un géotextile pour éviter que les cailloux se mélangent à la terre et aussi pour limiter la pousse des mauvaises herbes. En tout on a eu besoin de 3 godets de cailloux. Pendant que je commence à étaler les cailloux, Antoine essaye de retourner un petit peu la terre avec les moyens du bord. Et oui parce que c'est bien beau d'avoir des gros tracteurs mais bon quand c'est un petit terrain bah t'as pas forcément l'accès. Et franchement pour un si petit truc c'est peut-être long à faire mais ça fait le boulot quand même. Ça peut faire un petit peu pitcher mais en même temps c'est pas si mal et on pensait pas mettre la pelouse aujourd'hui mais finalement c'est assez fin pour la mettre. Même si encore plus fin, ça aurait été l'idéal, mais on peut pas faire les difficiles. Pour Antoine, ça lui change un peu de ses gros tracteurs, il se voit un peu moins vite avancer. D'ailleurs, on a pris le relais sur l'étalage des cailloux, et moi pendant ce temps-là, j'installe le géotextile un peu partout. Bon, il nous manquait un petit peu de géotextile, donc j'en ai retrouvé du assez vieux, mais on a fait quelques rustines, et au final, bah ça fera le taf, hein, on espère. Alors on est plutôt en bonne voie, non ? C'est parti pour le deuxième godet de cailloux et il en faudra un troisième pour réussir à tout combler. La dernière fois, je me suis mal exprimée. En fait, c'est pas les cailloux définitifs, mais on met quand même un géotextile pour éviter qu'ils ne se mélangent à la terre. C'est plutôt des cailloux qui nous serviront de fond et après, on remettra un géotextile pour mettre les cailloux finaux. On se relaye. Quand Antoine fait le motoculteur, j'étale les cailloux et quand je fais du motoculteur, Antoine fait les cailloux. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est à peu près fin, de toute façon on n'arrivera pas à avoir beaucoup plus fin. On a dû débourrer une paire de fois la motobineuse, car on va pas se le cacher, ça a pas beaucoup de force et les conditions ne sont pas idéales. J'étale à nouveau du géotextile sur les trottoirs, et c'est parti pour le troisième godet. Et là je vous avoue que j'ai serré un peu les fesses, car j'avais un peu peur qu'il tape dans le crépi tout frais. Avant de mettre la couche de cailloux finale, on hésite entre mettre un géotextile ou mettre une bâche de plantation, car on sait pas si la bâche de plantation va laisser passer suffisamment l'eau pour éviter que l'eau ne stagne au pied des fondations. On remet un coup de motobineuse, un petit coup de râteau pour enlever les plus gros blocs et les cailloux et ensuite on peut mettre le gazon. En ce moment il gèle dans le nord donc j'espère que la pelouse va tenir le coup.